Depuis toujours, l'être humain cherche à comprendre ce qui nous relie les uns aux autres. Pourquoi certaines rencontres nous transforment à jamais, alors que d'autres s'effacent comme des rêves au réveil? Comme l'écrivait Rainer Maria Rilke. L'amour consiste en ceci, deux solitudes se protègent, se touchent et se saluent. Et si le véritable secret d'une relation profonde n'était pas la possession mais la résonance? 1. La psychologie de l'attachement. Quand on parle de connexion émotionnelle, il ne s'agit pas simplement d'une alchimie mystérieuse ou d'un coup de foudre romantique. Derrière ce lien invisible qui unit deux êtres humains se cache une architecture psychologique très précise. Les chercheurs en psychologie, depuis Bowlby avec sa théorie de l'attachement, jusqu'aux neuroscientifiques contemporains, ont tenté de décrypter les mécanismes qui nous poussent à nous attacher, à aimer, à rester ou à fuir. 3 dimensions fondamentales émergent encore et encore dans ces travaux. La sécurité, la vulnérabilité, et la réciprocité. Sans elles, aucun lien ne peut vraiment durer. Avec elles, un pont solide se construit entre deux individus, un pont capable de résister aux tempêtes de la vie. La sécurité, un socle invisible. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ose s'ouvrir, se confier, se laisser être elle-même sans crainte? C'est le sentiment de sécurité. Ce n'est pas une sécurité matérielle ou physique, mais une sécurité émotionnelle. Savoir que l'autre ne nous jugera pas, qu'il ne tournera pas nos faiblesses contre nous, qu'il ne nous abandonnera pas au premier désaccord. Dans les relations humaines, ce climat de sécurité est plus précieux que n'importe quelle passion intense. Pourquoi? Parce que sans sécurité, tout devient calcul, méfiance, stratégie. Une relation sans sécurité est comme une maison bâtie sur le sable. Elle peut sembler belle, mais elle s'effondre à la première secousse. Carl Rogers, père de l'approche centrée sur la personne, affirmait: quand je me permets simplement d'être moi-même et que j'accepte l'autre tel qu'il est, alors la véritable relation peut naître. As-tu déjà ressenti cette paix intérieure, ce sentiment que tu pouvais baisser tes défenses, simplement parce que l'autre t'offrait un espace sans jugement? La vulnérabilité, le courage de se montrer. La plupart d'entre nous portent des masques. Masques de confiance, masques de force, masques d'indifférence. Mais ces armures, aussi solides soient-elles, nous isolent. Elles nous empêchent d'être vus tels que nous sommes vraiment. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est un acte de courage. C'est oser dire, voilà mes blessures, voilà mes doutes, voilà mes peurs, et je t'invite à les voir. Brené Brown, chercheuse en psychologie sociale, a montré que la vulnérabilité est le cœur même de la connexion humaine. Les gens qui osent être vulnérables créent des liens plus profonds, plus authentiques, que ceux qui cherchent à toujours paraître forts ou parfaits. Peux-tu imaginer ce que cela changerait si, au lieu de toujours montrer ta meilleure version, tu osais montrer ta version la plus vraie? La réciprocité, l'équilibre des forces. Même avec sécurité et vulnérabilité, une relation peut s'épuiser si elle est unilatérale. La connexion émotionnelle se nourrit d'un échange équilibré. Donner et recevoir, partager et accueillir, écouter et être écouté. Lorsque la réciprocité est absente, un déséquilibre naît. L'un donne tout, l'autre prend tout. L'un porte la relation, l'autre s'y repose. Rapidement, la lassitude ou le ressentiment apparaissent. Mais quand la réciprocité est là, la relation devient un cercle vertueux. Chacun se sent nourri, valorisé, soutenu. Un vieil adage dit, l'amour n'est pas seulement donner, il est aussi recevoir. Ne pas recevoir, c'est se priver de l'expérience de se sentir digne de l'attention de l'autre. Dans tes relations, es-tu celui qui donne sans cesse sans rien attendre, ou celui qui reçoit sans jamais offrir? Un regard scientifique, l'attachement dans le cerveau. Au niveau neuroscientifique, l'attachement active les mêmes circuits que ceux liés à la survie. L'ocytocine, surnommée l'hormone du lien, se libère lors des moments de proximité et de confiance. Elle apaise, réduit le stress, et favorise la coopération. Mais attention, le cerveau ne fait pas toujours la différence entre l'attachement sain et l'attachement toxique. La dépendance émotionnelle, par exemple, peut être confondue avec une connexion authentique. C'est pourquoi comprendre la psychologie de l'attachement est essentiel. Il s'agit de distinguer ce qui nourrit, de ce qui enchaîne. Sais-tu reconnaître si ton attachement à une personne est une source d'expansion, ou une prison invisible? Quand les 3 piliers s'alignent. Sécurité, vulnérabilité, réciprocité. 3 mots simples, mais 3 réalités puissantes. Quand elles se rencontrent, elles créent un climat où l'attachement devient plus qu'un instinct. Il devient une expérience de croissance. Imagine un instant une relation où tu peux être pleinement toi-même, sécurité, partager tes blessures sans peur, vulnérabilité, et recevoir autant que tu donnes, réciprocité. Ce type de lien ne se contente pas de combler une solitude, il transforme. Et toi, dans tes relations passées ou présentes,
combien de ces trois piliers peux-tu vraiment retrouver? Tout point est la poésie de la rencontre. Une relation est comme une musique. Elle commence parfois doucement, par un murmure, une vibration à peine perceptible. Puis, peu à peu, les notes s'accordent, les rythmes se rencontrent, et une symphonie prend forme. Chaque mot prononcé devient une note qui résonne, chaque geste une mélodie qui s'élève, et chaque silence partagé, une respiration commune, comme une pause dans la partition, un moment où l'on se laisse simplement être. Un proverbe chinois nous rappelle. Le cœur qui aime est toujours jeune. Et n'est-ce pas vrai que lorsque deux êtres vibrent à l'unisson, le temps semble suspendu, et l'âme retrouve la légèreté de l'enfance? Le langage invisible des gestes. Il existe des paroles qu'aucune bouche n'a besoin de prononcer. Un regard tenu une seconde de plus qu'à l'ordinaire, un frôlement discret, une main posée avec douceur. Ces gestes sont comme des accords de piano, subtils mais chargés d'émotion. Ils forment un langage universel, compris sans dictionnaire, entendu par le cœur. Parfois, un simple sourire échangé peut en dire plus long qu'un long discours. Comme une mélodie qui traverse l'air, ces gestes passent les barrières de la logique et viennent se déposer directement sur l'âme. As-tu déjà senti, dans un simple silence ou un regard, une vérité plus forte que 1000 mots? Les mots comme des instruments. Chaque mot que nous offrons à l'autre porte une énergie. Certains mots caressent comme une harpe, d'autres frappent comme un tambour. Un compliment sincère peut faire naître une harmonie, tandis qu'une critique blessante peut briser l'accord fragile entre deux êtres. Les poètes ont compris depuis longtemps que les mots ne sont pas seulement des outils de communication, mais des instruments de musique capables d'éveiller des émotions enfouies. Dans une relation, les mots choisis sont autant de notes qui composent la mélodie commune. Quand tu parles à l'autre, tes mots bâtissent-ils une chanson douce, ou laissent-ils des dissonances qui blessent l'oreille et le cœur? Le silence comme respiration. Une grande musique n'est pas faite uniquement de sons. Elle est faite de silence. Ces espaces entre les notes permettent à l'âme de respirer, de se reposer, de contempler ce qui vient d'être entendu. Dans une relation, le silence partagé a une puissance que beaucoup sous-estiment. S'asseoir à côté de l'autre, sans rien dire, et sentir malgré tout que tout est dit. Ne pas avoir besoin de remplir le vide par des phrases inutiles, mais accepter que la présence suffit. Ces silences sont comme des battements de cœur synchronisés, des respirations communes. Ils créent une intimité invisible, une profondeur qui dépasse le bavardage quotidien. Es-tu capable de goûter au silence avec l'autre, ou ressens-tu toujours le besoin de combler le vide? Les dissonances nécessaires. Mais une mélodie n'est pas toujours parfaite. Parfois, il y a des fausses notes, des dissonances. Elles surprennent, elles dérangent, mais elles font aussi partie de la composition. Dans une relation, les malentendus, les désaccords, les tensions jouent ce rôle. Ils sont les frottements qui, paradoxalement, donnent de la profondeur à la musique commune. Sans ces moments d'imperfection, une relation risquerait de devenir monotone, comme une chanson répétée à l'infini sans variation. Ce sont les ombres qui donnent du relief à la lumière, les dissonances qui rendent l'harmonie encore plus précieuse lorsqu'elle revient. Dans ta relation, vois-tu les conflits comme des fausses notes insupportables, ou comme des variations qui enrichissent la partition de votre histoire? Le rythme de l'intimité. Toute musique a un rythme, une pulsation, une cadence. Dans les relations aussi, il existe des rythmes. Il y a le rythme de la découverte, rapide, presque effréné. Puis le rythme plus posé, celui de la complicité qui s'installe. Parfois, les battements s'accélèrent de nouveau, comme dans une danse improvisée. Respecter ce rythme, c'est accepter que tout ne peut pas être toujours intense. Il y a des crescendos et des décrescendos, des moments d'explosion et des moments d'apaisement. La beauté réside dans cette alternance, dans cette capacité à écouter le tempo de l'autre et à s'y ajuster. Sais-tu écouter le rythme de l'autre, ou imposes-tu toujours ta propre cadence? L'orchestre des émotions. Au fond, une relation est un orchestre. Chacun y apporte ses instruments, ses tonalités, ses sensibilités. Certains sont des violons sensibles, d'autres des percussions puissantes. L'harmonie naît lorsque ces différences ne s'annulent pas, mais se complètent. Deux êtres qui s'aiment ne cherchent pas à jouer la même note, mais à jouer des notes différentes qui créent ensemble une beauté plus grande. L'attachement devient alors une symphonie vivante, toujours en mouvement, jamais figée. Dans ton histoire, joues-tu vraiment en duo, ou bien es-tu seul à faire retentir ta mélodie? La jeunesse éternelle du cœur. Comme le dit le proverbe chinois, le cœur qui aime est toujours jeune. L'amour, sous toutes ses formes, est une force de rajeunissement. Quand deux personnes vibrent ensemble, elles échappent au poids du temps, comme si chaque instant partagé rallumait une étincelle oubliée. C'est cette poésie de la rencontre qui nous rappelle que les relations ne sont pas seulement des échanges rationnels, mais des œuvres vivantes, où chaque note, chaque silence, chaque dissonance écrit une histoire unique.
Cultives-tu une mélodie qui envoûte ou un bruit qui fatigue? 3. L'art de la présence. La profondeur d'une connexion ne réside pas dans les grands discours, mais dans la qualité de la présence. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus, mais ce que tu dégages quand tu es là, face à l'autre. Dans un monde saturé de bruit, de distractions, de stimulations incessantes, offrir sa pleine présence est devenu un acte rare, presque sacré. Regarder quelqu'un dans les yeux. Écouter sans juger. Être là, vraiment là. Voilà les fondations invisibles d'un lien qui dépasse les apparences. Eckhart Tolle écrivait. Aimer, c'est reconnaître l'autre dans son être le plus profond. La présence comme silence intérieur. Être présent, ce n'est pas seulement se tenir physiquement aux côtés de quelqu'un. C'est libérer son esprit du flot de pensée qui l'occupe en permanence. La plupart du temps, même quand nous écoutons, nous ne faisons qu'attendre notre tour pour répondre. Nous préparons déjà nos arguments, nos anecdotes, nos réactions. Nous ne sommes pas là, nous sommes enfermés dans nos projections. La véritable présence naît du silence intérieur. C'est quand tu suces pas le bavardage de ton mental pour entrer en résonance avec l'autre. Ce silence n'est pas vide, il est rempli d'attention, de réceptivité. Comme une eau claire qui reflète fidèlement ce qui s'y dépose, sans le déformer. Quand tu écoutes, entends-tu réellement les mots, ou seulement l'écho de tes propres pensées? Le regard qui voit au-delà. Le regard est un portail. Dans les yeux de l'autre, tu peux percevoir des mondes entiers, des blessures anciennes, des rêves silencieux, des désirs inexprimés. Mais pour voir cela, il faut savoir regarder autrement. Non pas avec l'œil du jugement ou du désir de contrôler, mais avec l'œil de la reconnaissance. Il existe un moment rare, presque mystique, lorsque deux regards se rencontrent sans détour, sans masque, sans fuite. Dans ce face-à-face silencieux, le temps se suspend. Deux âmes se reconnaissent. Il n'y a pas besoin de mots, car la vérité circule déjà à travers cette fenêtre de l'âme. As-tu déjà osé soutenir un regard, non pour séduire ou convaincre, mais simplement pour être témoin de l'autre dans sa vérité? L'écoute comme méditation. L'écoute véritable est une forme de méditation. Elle demande de suspendre le jugement, de calmer le flux des réactions automatiques, d'ouvrir un espace neutre. Ce n'est pas facile, car notre esprit veut toujours classer, comparer, évaluer. Mais quand tu écoutes l'autre sans rien vouloir, tu offres un don inestimable, celui de l'accueil. Imagine ce que cela fait de se sentir vraiment entendu. Pas interrompu, pas corrigé, pas minimisé. Simplement entendu. Cet espace est si rare que, lorsqu'on le reçoit, on s'y abandonne. C'est là que naît la confiance, et avec elle, la connexion la plus profonde. Es-tu capable d'écouter l'autre comme tu écouterais le chant du vent ou le murmure d'une rivière, sans vouloir rien y changer? La présence comme guérison. La présence véritable est un baume invisible. Elle guérit non pas par des conseils ou des solutions, mais par la simple énergie qu'elle transmet. Parfois, quelqu'un n'a pas besoin que tu résolves ses problèmes, il a besoin que tu sois là, stable, silencieux, ancré. Dans certaines traditions spirituelles, on dit que la présence est médecine. Être pleinement là, sans distraction, c'est comme poser une main invisible sur le cœur de l'autre. Ce geste ne se voit pas, mais il se ressent. Et souvent, il suffit à apaiser ce qui semblait insupportable. As-tu déjà remarqué que ta seule présence, sans parole, pouvait calmer une personne troublée? L'instant comme éternité. Être présent, c'est aussi s'ancrer dans l'instant. C'est accepter que le passé n'existe plus, que le futur n'est pas encore là, et que le seul temps véritable est ce souffle que tu partages avec l'autre, ici et maintenant. Chaque moment vécu avec conscience devient une éternité condensée. Le simple fait de tenir une main, de marcher côte à côte, de partager un repas, si c'est fait dans la pleine présence, cela prend une dimension sacrée. Les anciens sages disaient, là où tu poses pleinement ton esprit, la vie fleurit. Combien de moments de ta vie as-tu réellement vécu, et combien as-tu traversé distrait, déjà ailleurs? La présence comme offrande. Être présent est le plus beau des cadeaux. Tu peux offrir des biens, des paroles, des gestes, mais si tu n'es pas vraiment là, tout cela sonne creux. L'autre le sent, toujours. La véritable offrande, c'est toi, entier, attentif, ouvert. Dans une époque où tout va vite, où nos esprits sont dispersés, la présence devient un acte de résistance. Un choix conscient de dire, je suis là. Entièrement. Pour toi. Avec toi. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, lui donnes-tu vraiment ce cadeau, ou es-tu déjà emporté ailleurs, perdu dans ton téléphone, tes soucis, tes projets? Fourpoint de l'égoïsme à l'union. Créer une dépendance, c'est enchaîner. Créer une connexion, c'est libérer. Ces deux phrases tracent une frontière invisible mais cruciale entre deux formes de relations. Celle qui enferme et celle qui élève. La première est gouvernée par la peur, la seconde par l'amour véritable. L'une asphyxie,
l'autre donne de l'air. L'une étouffe, l'autre inspire. Saint-Exupéry écrivait. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et cette phrase nous rappelle une vérité essentielle. L'amour ne doit pas être une cage, mais une ouverture. L'ego, ce faux maître. L'égoïsme est l'ombre de toutes nos relations. Il murmure à l'oreille, ne perds pas. Ne cède pas. Garde pour toi. Il transforme l'amour en un champ de bataille où chacun veut protéger son territoire, ses désirs, ses peurs. Mais l'ego n'est pas un ennemi à détruire. C'est une illusion à reconnaître. Lorsque l'ego prend le contrôle, il cherche à posséder l'autre, comme un objet précieux qu'il faudrait enfermer pour ne pas le perdre. Pourtant, rien n'est plus fragile qu'un amour enfermé. Plus on le retient, plus il s'éteint. As-tu déjà essayé de contrôler quelqu'un par peur de le perdre, et découvert que c'est justement ce contrôle qui l'a éloigné? L'amour comme espace de liberté. L'union véritable ne se construit pas dans la fusion qui annule l'autre, mais dans une rencontre qui laisse respirer. Aimer, ce n'est pas absorber, mais accompagner. C'est offrir un espace où l'autre peut s'épanouir, grandir, devenir encore plus lui-même. Dans la philosophie indienne, on dit que l'amour est un espace dans lequel l'autre devient libre. Ce paradoxe est frappant, plus on donne de liberté, plus le lien devient fort. Ce n'est pas l'enchaînement qui crée la sécurité, c'est la confiance. Penses-tu que tu pourrais aimer quelqu'un sans chercher à le retenir, mais en lui donnant la liberté de partir s'il le souhaite? L'union des consciences. Regarder ensemble dans la même direction, comme le disait Saint-Exupéry, ce n'est pas se perdre dans une fusion totale où les deux êtres deviennent identiques. C'est partager une vision, un horizon commun, tout en gardant son identité propre. Les philosophes existentialistes rappelaient que l'amour véritable ne nie pas l'individualité, il la célèbre. Sartre disait, l'enfer, c'est les autres, mais il sous-entendait aussi que c'est l'attachement toxique, celui qui réduit l'autre à une fonction, qui devient enfer. L'union authentique, elle, est un chemin où deux consciences marchent côte à côte, chacune entière, chacune libre, mais liée par un élan partagé. Dans tes relations, respectes-tu l'identité de l'autre, ou essaies-tu inconsciemment de le façonner selon tes propres attentes? La peur comme barrière invisible. Si nous enchaînons l'autre, c'est rarement par cruauté. C'est presque toujours par peur, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez. Mais la peur est un mauvais guide. Elle transforme l'amour en dépendance, et la relation en contrat de survie. La philosophie stoïcienne nous rappelle que tout ce qui est motivé par la peur finit par nous enchaîner à nous-mêmes. Ce n'est qu'en affrontant cette peur que nous découvrons la possibilité d'un amour désintéressé, qui ne dit pas « reste avec moi parce que j'en ai besoin », mais « reste avec moi parce que tu choisis librement de le faire ». Es-tu conscient des peurs qui dictent tes relations, et de la manière dont elles façonnent tes gestes et tes attentes? L'union comme transcendance. La véritable union n'est pas une addition de deux solitudes, mais une transcendance. C'est la création d'un espace nouveau, où chacun s'élève grâce à l'autre. Dans cette union, il n'y a ni perdant ni gagnant, car il n'y a pas de lutte de pouvoir. Les mystiques parlaient de l'amour comme d'un pont vers l'absolu. Dans le regard de l'autre, ils voyaient un reflet de l'infini. Ainsi, l'union devient plus qu'un lien humain, elle devient une expérience spirituelle. Deux êtres qui se rencontrent vraiment ouvrent une porte vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. As-tu déjà ressenti, dans un moment de connexion pure, que l'amour dépassait vos deux personnes pour toucher quelque chose d'universel? De l'enchaînement à l'accompagnement. Créer une dépendance, c'est enfermer l'autre dans nos peurs. C'est dire, tu es à moi. Tu ne peux pas m'échapper. Mais créer une connexion, c'est accompagner l'autre dans son chemin. C'est dire, je marche avec toi, librement, et je veux que tu sois libre de marcher aussi. Cette différence change tout. Dans la dépendance, il y a toujours une tension, une crainte, un risque de rupture. Dans la connexion, il y a un souffle, une confiance, une légèreté. L'un construit des murs, l'autre ouvre des horizons. Désires-tu enfermer l'autre dans tes peurs ou l'accompagner vers sa liberté? La vraie relation ne se nourrit pas de contrôle, mais d'élévation mutuelle. Elle ne cherche pas à posséder mais à grandir ensemble. Alors, choisis-tu de construire une prison dorée ou un ciel où deux âmes peuvent voler libres et unies?